Bonjour, aujourd'hui notre podcast portera sur le Royaume-Uni des années difficiles. Nous allons ici nous pencher plus précisément sur la façon dont le déclin économique que subit le Royaume-Uni à la suite de la Première Guerre mondiale affecte les conditions de vie du peuple et plus précisément du prolétariat durant la période de l'entre-deux-guerres 1918 et 1930. Nous commencerons par parler des conséquences économiques que la Grande Guerre eut sur le Royaume-Uni et nous pencherons ensuite sur la manière dont les conditions de vie du peuple furent influencées. Pour finir, nous verrons comment la politique britannique fut affectée par les événements et comment le caractère démocratique du pays en fut accentué. Nous terminerons ce podcast par une conclusion qui répondra à notre problématique. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale fut remportée par les Alliés, c'est-à-dire la France, l'Italie, l'Empire britannique ainsi que l'Empire russe et les États-Unis. Le Royaume-Uni, moins touché que la France ou que l'Allemagne, perdant de la guerre, en ressort tout de même grandement affaibli sur le plan économique. Durant la Grande Guerre, le Royaume-Uni connut un nombre de pertes humaines considérables. Plus de 700 000 Britanniques furent tués sur le champ de bataille. Ils subirent également une grande perte au niveau de leur flotte et leur industrie ne sont plus à la pointe de la technologie. En juin 1919, les Alliés et l'Allemagne signent le traité de Versailles, un document créé dans le but de rétablir la paix, reconstruire l'espace européen, créer la Société des Nations et rétablir les échanges commerciaux internationaux. À la suite de la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni avait dans l'idée de retrouver sa puissance économique d'antan. À l'aube de la Grande Guerre, le Royaume-Uni était l'une des puissances économiques qui dominaient le monde. C'était également l'un des pays les plus industrialisés et avancés technologiquement. La Première Guerre mondiale eut alors un impact bien plus important que celui escompté sur l'économie et les industries. Faire la guerre coûte plus cher que ce que l'on aimerait le croire. Souhaitant donc une sorte de retour à la normale afin de devenir à nouveau une capitale financière mondiale, les économistes britanniques préconisent un rétablissement de la livre à son niveau de 1914 comparativement au dollar, ainsi qu'un retour à l'étalon d'or de l'époque victorienne. Ici, nous pouvons voir un document qui nous parle du rétablissement de la livre sterling à l'étalon d'or. L'étalon d'or est un type de système monétaire caractérisé par la convertibilité de la monnaie en une certaine quantité d'or, et vice-versa. On voit ici un journal britannique, The Economist, qui parle de ce rétablissement comme d'un geste d'anoblissement accompli par le Royaume-Uni. Ce geste avait pour but de rétablir aux yeux du monde le pouvoir que le pays possédait avant la Grande Guerre en tant que capitale économique. Le but de cette manœuvre était de montrer aux autres pays que le Royaume-Uni n'avait rien perdu de sa valeur d'antan et de son pouvoir économique. Ainsi, ce geste avait un but presque plus politique qu'économique et cherchait à redorer l'image du Royaume-Uni aux yeux des autres pays. Le rétablissement de la livre sterling à l'étalon d'or eut un léger effet bénéfique sur la crise économique lorsqu'il fut associé à une politique rigoureuse de déflation ainsi qu'à une limitation de crédit. Ces actions permirent en effet de redresser quelque peu la valeur de la livre. En 1925, Churchill rétablit l'étalon d'or ainsi que la parité de la livre avec le dollar, ce qui en fait de nouveau une monnaie forte. Ces actions auront toutefois à terme des conséquences négatives sur l'économie qui continue d'empirer. Le prix des marchandises anglaises se retrouve surévalué et les exportations s'effondrent. De nombreuses industries en souffrent. De plus, la politique rigoureuse de déflation ne plaît pas aux salariés et ceux-ci se retrouvent de moins en moins satisfaits. Après une courte période d'expansion économique entre 1918 et 1920, le Royaume-Uni fait alors face à la crise de 1921. Le semblant de regain économique de ces deux années ne fut que la conséquence directe des privations et restrictions imposées par la guerre. Il ne représentait aucune définitive de l'évolution de l'économie britannique. À partir de 1921 commençait alors la crise économique qui continuera de faire sentir ses effets jusque dans les années 30. Cette crise de 1921 se manifesta dans plus dans un domaine de l'économie, ce qui ne la rendit que plus dévastatrice. Le domaine agricole, tout d'abord, fut l'un des premiers touchés. Cette industrie fut l'une de celles qui se porta le mieux durant la guerre, puisque le Royaume-Uni devait produire lui-même de quoi nourrir son peuple. Maintenant que la paix était revenue, le Royaume-Uni se mit à nouveau à importer la majorité de leur nourriture, puisque plus rentable que de la produire eux-mêmes, affaiblissant ainsi l'industrie agricole. Le domaine suivant affecté par la crise de 1921 fut celui des industries traditionnelles. Le Royaume-Uni fit face à un déclin de l'industrie du charbon dû notamment à l'arrivée d'énergies nouvelles, mais également à leurs concurrents qui exportaient leur charbon pour moins cher. On peut voir sur ce graphique que la courbe de production du charbon chuta drastiquement en 1921 en conséquence directe de la crise économique. On peut voir ensuite que la production se mit à remonter et à se stabiliser aux alentours de 1922-1923, ce qui correspond à l'occupation de la Ruhr, ce qui avait pour but d'occuper les centres de production de charbon, de fer et d'acier de la vallée de la Ruhr en Allemagne. Cette occupation provoque donc une baisse dans leur production de charbon, ce qui fut bénéfique pour le Royaume-Uni.
Moins il y avait de concurrents et plus de personnes leur achèteraient leur charbon. On voit ensuite que la courbe chuta à nouveau à une vitesse affolante en 1926, lors de la seconde grève générale. Cette grève fut principalement dirigée par les mineurs qui continueront de faire grève, même après que les autres employés se soient arrêtés. Une fois la grève terminée et ayant été obligés de se remettre au travail, on voit que la courbe de production du charbon remonte pour retrouver une position stable. Ce fut ce déclin dans la production de charbon qui se mit à impacter d'autres industries, textiles, sidérurgiques, etc. Le Royaume-Uni vit ensuite arriver une crise du commerce extérieur, leur production étant trop chère. Ils eurent de plus en plus de mal à exporter leurs marchandises et donc à remplir les caisses du pays. Cette crise eut pour conséquence une hausse phénoménale du chômage qui impacte le plus les classes sociales les plus faibles, celles qui dépendaient de la production de charbon pour vivre notamment. Il est intéressant de mettre le graphique de production de charbon en relation avec celui du taux de chômage au Royaume-Uni. On peut voir tout d'abord qu'après la guerre, le taux de chômage se mit à augmenter légèrement. Mais ce fut seulement en 1921 qu'il atteint un pic considérable. Le pays étant en crise, les industriels ne parvenaient plus à payer autant d'employés et les licenciements se firent en masse. On voit ensuite que le taux de chômage se mit à descendre progressivement, notamment à cause de l'occupation de la Ruhr. Il fallait à nouveau produire plus de charbon, des salariés ont donc été engagés. On constate ensuite un nouveau pic en 1926 qui coïncide également avec la seconde grève générale, durant laquelle le taux de production de charbon chuta fortement. On voit également que comme la crise économique que subissait le Royaume-Uni n'allait pas en s'arrangeant, le taux de chômage continua de monter graduellement. Avant la Première Guerre mondiale, le Royaume-Uni était déjà grandement caractérisé par une société de classe qui avait fini par provoquer de grandes inégalités sociales. Ainsi, en 1914, 85% de la fortune du pays était distribuée entre à peine 5% de la population. L'aristocratie foncière verra toutefois son influence décliner, notamment à cause des lourdes taxes qui leur étaient désormais imposées, au profit des industriels qui eux prirent en pouvoir. Aux alentours des années 1917-1918, vers la fin de la Grande Guerre, les employés non qualifiés qui faisaient tourner le pays, les femmes notamment, virent leur salaire augmenter quelque peu à la suite de diverses grèves qu'ils ont menées. Alors qu'au début des années 20, les aristocrates souhaitaient revenir à une Angleterre proche de celle d'avant-guerre où ils détenaient tout le pouvoir, les employés et soldats démobilisés avaient eux bien d'autres idées en tête. Eux aspiraient à de meilleures conditions de vie et de travail. Les salariés des classes les plus basses se mettront alors à manifester et à faire grève soutenue par des syndicats puissants comme trade unions. Le taux de chômage en hausse ainsi que la baisse des salaires depuis la fin de la guerre provoquent chez les employés un sentiment de frustration grandissant qui se mue en des grèves récurrentes et de plus en plus importantes, chez les mineurs en particulier. En 1921, alors que l'industrie du charbon s'effondre et que le taux de chômage augmente massivement, survient la première grande crise des employés. Cette gigantesque grève provoque l'arrêt de la production de charbon durant 3 mois. Malheureusement, devant la gravité de la situation déjà préexistante concernant la production de charbon mais aussi la crise économique qui avait lieu, les syndicats ne furent plus à même de soutenir les employés et les mineurs. Ceux-ci durent donc se remettre à travailler après avoir vu leur salaire baisser. La seconde grande crise survient en 1926. La livre sterling perdait encore en valeur et ce furent les salaires des ouvriers ainsi que leurs heures de travail qui en firent le plus directement les frais. Près de 4 millions de travailleurs se mirent en grève, mais malgré les proportions que cette grève avait pris, le gouvernement ne céda pas aux demandes des ouvriers. L'inquiétude des syndicats grandissait face à ce manque de réponse. La non-coopération catégorique du gouvernement provoque un arrêt rapide du mouvement. Sur cette caricature maintenant, on peut voir au premier plan un homme à la forte corpulence. Celui-ci fume un cigare et tient une canne dans sa main. Il porte un costume ainsi qu'un haut de forme. Au deuxième plan, on peut voir une voiture, une limousine peut-être, mais aussi quelqu'un qui monte à cheval. Cette caricature est tirée du Trade Union Unity Magazine, un magazine britannique de l'Union des travailleurs et date de 1925. Le titre de la caricature est Subsized Mine Owner, Poor Beggar. D'après l'habillement de l'homme ainsi que sa carrure, on peut supposer que celui-ci est riche. Il a donc assez d'argent pour se payer tous ses vêtements chers, chaussures ainsi qu'une limousine et manger plus qu'à sa faim. D'après sa posture et son air dédaigneux, l'homme que l'on peut identifier comme le propriétaire des mines, si l'on se rapporte au titre de l'œuvre, semble se sentir grandement supérieur aux personnes appartenant aux classes les plus basses, mineurs notamment, auxquelles le titre de la caricature semble s'adresser, Poor Beggar. L'homme est aussi mis au premier plan et occupe presque toute la place sur l'image, ce qui lui donne un air d'autant plus important et minimise tout ce qui pourrait se trouver autour. Cette image a donc été publiée dans un magazine de l'Union des travailleurs, et c'est donc au prolétariat que s'adresse cette image, montrant le mépris que les patrons ressentent à leur égard.
Celle-ci date également de 1925, un an environ donc avant la seconde grande crise de 1926, lors de laquelle près de 4 millions d'ouvriers se mirent en grève. Avec cette caricature de la trade union, cherche à encourager les travailleurs exploités à se révolter contre leurs patrons, qui ne font rien si ce n'est dépenser leur argent en vêtements et belles voitures, mais aussi à s'engrossir pendant que le prolétariat meurt de faim. Après cette crise, les syndicats perdirent en pouvoir et en influence. Le gouvernement profita alors de cet affaiblissement pour limiter le droit de grève ainsi que les liens financiers existants entre le Trade Unions et le Parti travailliste en 1927. Malgré tous les problèmes économiques ainsi que le mécontentement des ouvriers que rencontrait le Royaume-Uni à cette période-là, la société britannique n'en restait pas moins une société de classe hautement hiérarchisée où ceux qui possédaient le plus se trouvaient en haut de l'échelle sociale. De ce fait, en 1929, 4% de la population possédait encore un tiers des revenus du pays, et cela malgré le taux de chômage constamment en hausse qui frappait désormais environ 10% de la population active, qui s'en sortait toutefois grâce aux services sociaux. On retrouve également entre ces deux classes qui constituent en fait des extrêmes et qui ne sont donc pas représentatives de la majorité, la classe moyenne, ou middle class, qui représente près de 50% de la population britannique. Cette middle class se distingue par ses revenus moyens ainsi que son travail dans le secteur tertiaire qui prenait de plus en plus de place au Royaume-Uni. Malgré la crise économique et le taux de chômage en hausse chez les classes les plus basses, on constate qu'une majorité du peuple britannique ne semble pas avoir conscience de la crise que subit le pays. En effet, les conditions de vie se sont tout de même améliorées, notamment pour les classes sociales les plus élevées qui se permettaient désormais de voyager. Cette amélioration des conditions de vie se traduit également par une hausse de l'achat d'automobiles qui se firent donc de plus en plus courantes, ainsi que pour les classes moyennes l'achat d'un poste de radio et de divers appareils ménagers. À la fin de la Grande Guerre, comme tout le monde, le peuple britannique souhaitait oublier la tragédie. Le Royaume-Uni connaît donc ses Roaring Twenties, durant lesquelles on assiste notamment à un déclin des pratiques religieuses, mais aussi chez les femmes par exemple l'arrivée des robes et des coupes de cheveux courtes. On vit également apparaître un certain engouement pour le sport, le football et le cricket notamment, mais encore un intérêt grandissant pour les courses de chevaux, durant lesquelles beaucoup d'argent entrait en jeu. Les lieux de divertissement et de rassemblement social comme les cinémas, les patinoires ou encore les balades à danse se multiplièrent alors au milieu de cette désastreuse crise économique. Le désir d'oublier la guerre était plus fort. La Grande Guerre ayant perturbé toute l'économie du pays, le Parti libéral perd des électeurs pendant que le Parti conservateur et le Parti travailliste prennent de plus en plus d'ampleur. En effet, à l'époque, le pays a une technique de votation qui mettait en avant les deux partis principaux, les libéraux et les conservateurs. Mais l'expansion du Parti travailliste va venir chambouler le two-party system et va donc entraîner la scission du Parti libéral. Durant l'entre-deux-guerres, le Royaume-Uni veut accentuer le caractère démocratique du pays. La puissance politique de la Chambre des Lords est donc diminuée face à la Chambre des communes. En 1918, ils instaurent également le suffrage universel qui consiste à octroyer le droit de vote pour tous les hommes de plus de 21 ans et aux femmes de plus de 30 ans. En 1928, cette loi est modifiée et désormais les femmes peuvent voter à partir de 21 ans. En 1922, le Premier ministre Lloyd George doit laisser le pouvoir à Bonar Law car on lui reproche de nombreux échecs au niveau de la politique extérieure. Ce changement de Premier ministre confirme la majorité conservatrice de la Chambre des communes ainsi que la progression des travaillistes et le déclin des libéraux. Durant les votations futures, le système d'élection au Royaume-Uni continue de favoriser le Parti libéral et conservateur au grand dépit du Labour Party et de ses partisans. Pour conclure, nous avons pu voir que le Royaume-Uni dut faire face à une sévère crise économique en 1921 qui eut un impact considérable sur de nombreuses années. Les grèves chez les ouvriers se multiplient, impactant plus le prolétariat que les industries. Le chômage est en hausse et les conditions de vie des classes les plus basses ne s'améliorent pas, mais une majorité du peuple britannique ne semble pas avoir conscience de la crise que subit le pays, trop occupé à tenter d'oublier les horreurs de la guerre. Cette crise entraîne un chamboulement de la politique du pays qui résulte en l'instauration d'un suffrage universel qui sera modifié en 1928 pour donner le droit de vote aux femmes à partir de 21 ans, sans distinction de classe. La crise affecta donc largement les conditions de vie du prolétariat, provoquant une hausse du chômage, mais elle mena aussi à un changement au niveau politique qui permit au peuple d'avoir enfin son mot à dire sur la gestion du pays. C'était le Royaume-Uni des années difficiles. Merci beaucoup de votre écoute.